Lois Lane. Recently, you've come under a lot of fire for what some might. It's a lot of fire. It's a lot. Je t'ai dit qu'elle serait ta femme et à tes 4 enfants. Les gars, ils vous attendent au loge. Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui à espera tua, que tivemos alguns problemas com o teu antecessor e... Obrigado pelas informações todas e pela pressão também. Le super-héros à la cape rouge de retour dans Superman de James Gunn. I Love Pérou, le docu-fiction de Raphaël Quenard sur Raphaël Quenard. Et puis le rire et le couteau du portugais Pedro Pino. Une odyssée post-coloniale en Guinée-Bissau. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Natacha. Ça devient un peu un rituel entre nous en ce début d'été. Thomas, débuter cette émission avec un blockbuster et cette semaine, c'est bien sûr Superman de James Gunn, un habitué du grand écran qui cherche à reprendre du service presque comme si de rien n'était. Oui, c'est vrai, on va voir ça dans un instant. C'est vrai que la saison des blockbusters a déjà commencé. On a eu F1, Jurassic World et toujours pas l'ombre d'un super-héros. Alors en attendant les 4 fantastiques, voici que déboule cette semaine. Vous l'avez dit, Superman, un habitué, vous l'avez dit aussi. Peut-être même, allez, on va dire le super-héros original, celui que l'on a d'abord vu au cinéma sous les traits de Christopher Reeves. Ça, c'était dès la fin des années 70. Puis un certain Brandon Routh lui a succédé. C'était en 2006, avant que déboule Henry Cavill en 2013. C'était le Man of Steel. Et voilà donc David Corenswet pour ce Superman 2025, qui tente de faire oublier, on l'a dit, tous les autres. Alors, l'idée, c'est de revenir à la source du super-héros de l'écurie DC Comics. Voilà, donc il était une fois un homme au collant bleu, slip et cape rouge, augmenté d'une ceinture dorée qui serait capable de réparer notre humanité blessée. Rien que ça, regardez. Dog. Voilà, avant d'aller plus en avant sur ce film, parlons plutôt de la stratégie qui entoure cette résurgence de ce super-héros emblématique. Voilà, ce Superman est réalisé donc par James Gunn. James Gunn, c'est un cinéaste, le voici, avec sa belle crinière blanche, réalisateur notamment de la saga Marvel, le concurrent, les Gardiens de la Galaxie, et son univers joyeusement burlesque. Il se trouve que ce même James Gunn, en 2022, a été nommé coprésident de DC Studios, soit le grand concurrent de l'écurie Marvel, charge à lui donc de relancer les affaires, d'où ce Superman qu'il s'est donc chargé de réaliser lui-même. C'est donc un signe fort. Et alors, est-ce qu'il réussit son pari? Alors, sur le plan commercial, il va falloir attendre un peu les chiffres et s'intéresser donc à ces chiffres que l'on imagine quand même déjà astronomiques. Alors, artistiquement, on peut déjà dire que c'est d'une laideur sans nom, ça il faut bien l'avouer, l'esthétique surjouant le côté comics à outrance, qu'en termes de scénario, c'est un peu n'importe quoi avec des digressions dans tous les sens. Alors c'est peut-être ce que certains aimeront, cette espèce de déconstruction. Ils y verront un signe fort, voire politique. Moi, ça m'a un peu insupporté. Alors l'acteur qui, comme Superman, dont j'ai déjà oublié le nom, est sympathique, mais il reste quand même écrasé, en fait, par le vrai héros de ce film. En fait, c'est le méchant, c'est Lex Luthor, campé par Nicolas Hoult, chauve, c'est peut-être ça qui m'a plu d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être ce côté un peu chauve. Le côté un peu chauve comme moi. Et assumé. Voilà, et assumé. Qui vaudrait presque à lui seul qu'on se déplace. L'acteur britannique, vu en fin d'année dernière dans Juré, numéro 2 de Clint Eastwood, voulait à la base, c'est marrant, incarner Superman, mais James Gunn lui a dit non, toi tu feras Lex Luthor, et ça le va super bien. Lui n'est pas chauve, mais on peut peut-être parler de Superman du cinéma français. Il s'appelle Raphaël Quenard. Thomas, on le voit partout, tout le temps, dans I Love Pérou, que le comédien a co-réalisé avec son copain Hugo David. Eh bien, Raphaël Quenard interprète Raphaël Quenard. On regarde à quoi ça ressemble et on en parle juste après. T'as inventé la flûte? J'ai jamais dit que... T'as inventé les systèmes de murs antisismiques? Non, mais en l'occurrence, voilà. c'est pas trop le rapport, quoi. Ils ont inventé tout ça sans coût.
D'accord? Qu'est-ce que t'as fait avec ton cou, toi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que t'as fait avec ton cou? Mais toi, qu'est-ce que t'as fait avec ton cou, toi? Ben voilà. Bah oui, voilà, mais donc... Bah, belle leçon d'humilité. Bah, belle leçon d'humilité. Belle mais leçon tu dis d'humilité. n'importe quoi depuis tout à l'heure. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte. Bien joué. Belle leçon d'humilité, hein. Il faut prendre ça bien sûr au 3e voire 4e degré. Alors c'est vrai qu'à celles et ceux qui en auraient un petit peu marre de Raphaël Quenard, coupable selon eux de surjouer son personnage de troublion charismatique, eh bien cet autoportrait n'est pas pour eux. Quant à celles et ceux qui auraient vécu ces 2 dernières années dans une faille spatio-temporelle et ne connaîtraient pas donc ce comédien au sourire entendu, eh bien ils auront un condensé. Alors voilà, Chien de la casse, Yannick, hein, c'est les 2 films qui l'ont révélé. Ils auront bien sûr un condensé du phénomène. Alors, génial, sans aucun doute. Trop peut-être, car si la stratégie du trop-plein peut fonctionner, il faut savoir à un moment s'arrêter. C'est un peu le problème donc, de ce documentaire, de ce I Love Peru, qui, à mon avis, à mon sens, est contre-productif, car il ne nous apprend rien de ce que les films, éventuellement, et les interventions intempestives dans les médias nous disent du bonhomme. On n'a pas besoin, en plus, de s'infliger ça sur grand écran. Voilà. Que vient faire le Pérou là-dedans? On se demande quand même. Alors, on l'apprend un peu dans le film. Ça répond quand même à une logique de calendrier et d'emploi du temps de l'acteur, car le seul vrai territoire du film, vous l'aurez compris, c'est Raphaël Quenard lui-même. Voilà. Lui et lui seul. Voilà. je vous aime un peu sarcastique comme ça, Thomas, mais je vous aime aussi enthousiaste. Alors, on va y aller dans un instant. Voilà, on va prendre la direction pour ça de la Guinée-Bissau avec un film fleuve, Le rire et le couteau du portugais Pedro Pino, plus de 3h30, une vraie odyssée. Oui, c'est assurément, en tout cas pour moi, le grand film de la semaine, de cet été, voire de l'année, rien de moins. C'est un regard acéré et humain sur le post-colonialisme occidental en Afrique, à travers en fait l'itinéraire. On suit donc un ingénieur portugais envoyé en Guinée-Bissau pour suivre la future construction d'une route en plein désert. Sergio, c'est son nom, va faire l'expérience à la fois d'un pays, d'une ville, et de la fiévreuse Bissau, notamment, d'une culture, mais aussi de Diarra-Egui, avec eux, de la fureur du désir. Regardez. Estás cá a trabalhar numa ONG ou numa construção? Olha, se queres o conselho, tira-te. Isto não interessa a ninguém. Então, tu estás em todo lado. Eu estou a ficar farto de si, caralho! Você é muito previsível. Do you want to be here? Why are you here? Vous l'avez dit, Thomas, le film dure 3h30. Et selon vous, c'est ce temps long qui ajoute à la fascination. Oui, c'est vrai que c'est une durée qui n'a rien du tout d'artificiel, en ce sens qu'elle permet en fait d'éprouver au diapason, d'ailleurs de son personnage principal, de la découverte donc d'un monde, on l'a dit, de cette culture, où les choses en fait ne sauraient se limiter à des descriptions strictes, mais doivent d'abord être ressenties, doivent d'abord être éprouvées pour éventuellement être questionnées. C'est là où le film est donc très intéressant. Et qu'est-ce que le post-colonialisme, ce qu'on voit dans le film, sinon un colonialisme qui ne veut plus vraiment dire son nom, et c'est ce que montre le film. C'est une façon, par exemple, d'agir sur le corps de l'autre à travers une expérience physique. À noter, je préviens comme les téléspectateurs et les téléspectatrices, que le film contient une séquence de sexe explicite, mais rien de pornographique, évidemment. Et c'est aussi d'agir sur soi-même. Le héros, Sergio, ne prétend pas agir en être supérieur. C'est le rapport à l'autre qui lui révèle la nature inconsciente de certains de ces actes. Et il faut donc ces 3h36 pour le comprendre, pour l'appréhender, pour épaissir presque tous les mystères de cette histoire. Voilà, la mise en scène qu'on dira presque invisible, dans ce sens qu'elle n'est pas, elle ne s'impose pas, elle avance, elle scrute, elle accompagne. Voilà, c'est un film d'une intelligence absolument rare. Je vous aime enthousiaste comme ça, voilà. Thomas. Allez, on termine en musique, si vous le voulez bien, et en animation, avec Rock Bottom de la cinéaste espagnole Maria Trainor. C'est un film qui rend hommage à un album
culte de l'histoire du rock. Racontez-nous. Voilà, alors il faut remonter presque à la source et surtout ce Rock Bottom. Ce Rock Bottom, en fait, c'est le nom d'un concept album de 1974 signé d'un certain Robert Wyatt. Robert Wyatt, c'est un Britannique qui faisait partie de l'école dite de Canterbury. C'est une école qui, aux confins des années 70, vont créer le jazz fusion, le rock progressif. Et à partir de début des années 70, il va faire une carrière solo et va naître cet album absolument magistral, ce concept album dont j'ai parlé, Rock Bottom, pardon. On ne peut pas dire que ce soit un album de pop, hein, c'est vraiment presque symphonique, hein, c'est très particulier, c'est très beau comme musique. Et cet album va être quand même hanté par un drame, puisque lors d'une fête à Londres, Robert Wyatt va tomber d'une fenêtre et être tétraplégique. Et donc cet album est hanté par cette fracture. Et c'est vrai que les compositions savantes et ténébreuses sont notamment marquées par ce drame, mais c'est ça qui constitue presque un bonheur aussi de vivre, hein, parce que c'est vraiment une exploration très mystérieuse de ce qu'est la musique. Et donc ce documentaire, ce film d'animation est très beau parce qu'il rend hommage donc à cet album. La musique est très 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 présente. D'ailleurs, Robert Wyatt, qui est toujours vivant, a exigé une seule chose, c'est que les morceaux soient utilisés dans leur ordre chronologique, chose qui est faite. Et la réalisatrice, en fait, elle rend hommage, et surtout à une période, le psychédélisme finissant. Principalement, ça se passe avant le drame. On est sur l'île de Majorque avec sa petite amie, et là se construisent les mystères de la création. C'est très très beau, et on le voit, cette animation, avec ses couleurs presque désaturées, qui délave l'image qu'on peut avoir du psychédélisme complètement coloré. Voilà, donc c'est un film presque crépusculaire et en même temps très très beau. Ça donne envie. Merci Thomas. Merci à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte donc avec la bande-annonce de ce film d'animation Rock Bottom sur la vie de Robert Wyatt du groupe Soft Machine. Et moi, je vous dis à très vite sur France 24. I always have so much stuff in my head, but I can never turn it into lyrics. I never know what to say. I won't stop running until I get her out of my head, if I ever manage to. I don't care what has happened to me, as long as you're here with me.